Bonne année. Non mais, attendez. Au moment où vous regardez cette vidéo, potentiellement, nous sommes le 31 décembre 2020. Hashtag année de merde. Donc, je me suis dit, Julie, elle va s'apprêter sur son 31. Enfin, elle va se mettre sur son 31. Je sais pas comment on dit là, elle va bien s'habiller quoi. Regardez, j'ai mis des petits trucs là. Parce qu'on est le 31, donc elle se met sur son 31. Et je me suis dit, comment marquer le coup? Comment marquer le coup que c'est la fin de l'année 2020, qui était une année pourrie. Voilà. Je me suis dit, je vais parler des pires livres que j'ai lus cette année. Voilà, donc voilà, je me dis que c'est une bonne idée, non, vous pensez pas? Pour clôturer l'année en beauté, pourquoi pas déverser toute ma haine sur 3 livres que j'ai lus et que j'ai envie actuellement de prendre et de brûler en fait, voilà. Alors, j'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie et que vous détestez tout autant 2020 que moi. Hashtag 2021, si tu pouvais rester tranquille, merci. Donc c'est parti, on va faire un top 3 des pires... des flops 2020, on va appeler ça comme ça, mais flop 2020 à moi. Donc voilà, prenez un thé, prenez un plaid, et puis c'est parodi. Alors, par où commencer? On va commencer par un petit roman que j'avais lu pour l'été, que j'avais cru vraiment de toutes mes forces que ça pouvait être super bien. Et donc le titre c'était Je les entends nous suivre. Et c'est de l'édition Les Muscadiers. Alors je sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo du coup sur mes lectures LGBT+, c'était l'histoire d'un jeune qui se découvre après une soirée, se rend compte qu'il est attiré par les garçons. Jusque là, tout va bien. Et puis en fait, il se trouve que pendant tout le roman, on est un peu sur une caricature de ce que c'est en fait que d'être homosexuel. Et en fait, au lieu de passer un message qui est quand même plutôt positif, en fait, là, on est vraiment sur presque un warning en mode attention, si vous êtes homosexuel, vous allez vivre ça, ça va être horrible, voilà. Et donc en fait, ce que je trouve super bizarre, c'est que je vois pas comment la maison d'édition a pu se dire ah ouais, ça va parler à des jeunes et tout, il faut leur faire peur, je sais pas quoi. En fait, je trouve que c'est vraiment bizarre la manière dont ça a été amené parce que concrètement, en fait, il se passe rien dans ce roman. C'est-à-dire, le garçon se découvre homosexuel et puis c'est tout. En fait, tout ce qui va se passer, c'est que ses relations vont changer vis-à-vis de ses potes parce que la plupart de ses potes seront homophobes. Voilà, super. Vraiment, il n'y a pas de positif en fait. C'est vraiment très compliqué à lire. Je me dis, moi je suis adulte, j'ai du recul et je sais ce qui se fait et je sais comment le prendre en fait. Mais un ado qui se découvre des sentiments pour un sexe opposé ou même le même sexe, il a pas envie de savoir qu'il va se faire maltraiter par ses potes s'il le dit. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas le dire en fait. Il va se cacher, il va pas en parler. Donc je trouve que c'est complètement stupide en fait de le mettre dans une édition qui se veut défendre, qui se veut, en fait c'est marqué qu'ils veulent donner la parole et défendre les causes un petit peu, les causes un petit peu laissées de côté. La démarche en elle-même, elle est bien, mais en comparaison, quand j'ai lu Georges Le Monde et moi, ça rend plus service à la cause LGBT+, que ce livre qui a été pourtant fait pour ça. Parce que dans Georges Le Monde et moi, quand il se découvre être homosexuel, il en fait pas déjà tout un fromage. Alors certes, oui, c'est un gros changement pour lui, c'est vraiment quelque chose qui... Je parle de Priam là dans le roman. C'est vrai que ça fait un changement parce que on se pose des questions, parce qu'on vit dans une société qui est plutôt hétérosexuelle. Donc quand on change un petit peu et qu'on devient marginal, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est un peu comme ça que le roman le décrit, oui, ça fait des changements, mais en fait c'est superficiel, c'est lui qui se met dans cette case en fait. Après, au fur et à mesure du roman, et c'est là où c'est super intéressant, dans ce roman-là, il va s'extraire encore de ces clichés-là, et il va devenir une personne à part entière qui est simplement amoureuse des garçons. Voilà, point barre, on n'est pas dans un système de clichés où la personne, elle souffre de troubles psychologiques, voilà. Je les entends nous suivre, de l'édition Le Muscadier. La fin, c'est quand même, je vous rappelle, que le personnage principal va chez le psychologue
pour parler de sa condition d'homosexualité. Je veux dire, à un moment, sous prétexte qu'il s'est fait attaquer par des loups-bères parce qu'il parce qu'il est homosexuel, oui, il existe des agressions. Oui, bien sûr que les personnes différentes se font agresser tous les jours dans la rue, c'est insupportable, et moi je défends pas du tout ça, je suis contre tout à fait. Mais le mettre dans un roman, à destination d'un jeune public, je ne comprends pas à quoi ça sert, parce que là, vraiment, à part faire peur, moi je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui commence à éprouver des sentiments, je sais pas, pour son meilleur pote. Bah ça fait peur en fait. Tout ce qu'on se dit, c'est qu'il faut pas en parler à ses potes, parce que sinon ses potes, ils vont nous lâcher, ou nous faire des réflexions, ou même nous insulter, voilà. Il faut... Il faut pas sortir, et il faut surtout pas se montrer, parce que sinon on risque de se faire tabasser. Et donc la finalité, c'est qu'en plus il va rompre avec son mec et il va aller voir le psy parce que il aurait des problèmes psychologiques. Mais en fait, quels sont le rapport cause-effet? En fait, je comprends pas. Est-ce qu'il aurait été voir le psy s'il s'était fait agresser alors qu'il était juste en couple avec une meuf? Ou est-ce que c'est parce qu'il est en couple avec un mec qui s'est fait agresser parce qu'il est en couple avec un mec qu'il va voir le psy? Ça n'a aucun sens. Enfin, je trouve que c'est... Et donc là, revient le débat en fait de ce que je vous avais expliqué, un petit peu les romans commandés là, sur des thématiques de société. Je veux dire, si un auteur il avait vraiment besoin de parler de ça, ou si vraiment il y avait un témoignage fait d'une vraie personne, ça pourrait avoir du sens. Mais créer quelque chose pour des ados aussi flippant entre guillemets, et en même temps, je trouve qu'en 2020, on peut plus se permettre de peindre ce genre de faits, parce que même si il reste toujours des agressions, même si on n'est toujours pas dans une société qui est totalement d'accord avec ça, je pense qu'il y a quand même du mieux. Voilà, on a quand même des associations activistes qui sont là, on a quand même une ouverture d'esprit de la part des jeunes qui n'existait pas il y a encore peut-être 10 ans, 15 ans. Enfin, j'ai envie de dire, on prône beaucoup plus la tolérance maintenant qu'il y a encore 5 ans. Donc, à part donner une impression de société alarmiste, ce genre de roman, ça sert à rien en fait. Enfin, vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment nul, quoi. Vraiment, je le dis, c'était nul, nul, nul. Et je suis même gênée en fait, parce que je me dis comment c'est possible que... Enfin, vraiment, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer s'il l'a lu ou si carrément il y a la maison d'édition qui passe par là? Je comprends pas en fait quel a été le but de ce roman en fait. Voilà, donc je vais pas plus m'attarder dessus parce que ça fait déjà longtemps que j'en parle là. Mais bref, c'est vraiment le genre de roman qui me met hors de moi. Enfin, je comprends pas ce genre de littérature. C'est inintéressant et je me dis, quelqu'un qui veut donner à son ado qui aime pas lire ce genre de livre, bah là tu peux être certain qu'il lira jamais. Hein. Bref, donc voilà, je passe déjà sur le premier, c'est fait, mais vraiment gros flop quoi. Vraiment là. Et pourtant, j'ai lu un autre roman de cette maison, là, je vous en ai parlé pendant ma palle de déconfiné, et j'ai eu une grande surprise. Donc comme quoi, tout n'est pas acheté chez Le Muscadier, mais moi j'ai du mal à accrocher vraiment sur celui-là, pour moi c'est vraiment une catastrophe. Ensuite, j'enchaîne avec Le Renard et la Couronne. Alors, je tiens à préciser que les 3 livres dont je vais parler aujourd'hui, je les entends nous suivre, je l'avais emprunté au boulot. Le Renard et la Couronne, je l'ai revendu. Et le troisième, il est chez une amie proche elle voulait le lire et moi j'étais bien contente de m'en débarrasser. Donc le renard et la couronne tout simplement, je me suis fait avoir, voilà on va pas se mentir, déjà par la couverture que je trouvais vraiment très très belle, il y avait un renard donc je me suis dit ah bah c'est chouette, j'adore les renards donc voilà. Deuxième point auquel je me suis fait vraiment avoir, c'est le conseil de la libraire. Enfin c'était un peu bizarre parce que j'étais dans un salon de littérature jeunesse. Donc j'avais pas vraiment la libraire, j'avais en fait une sorte de vendeuse de l'édition, parce que c'était le stand de l'édition qui vendait ce roman. Donc je m'approche, je vois que la couverture est sublime, surtout qu'il l'avait mis en tête de gondole en fait du stand. Je me penche, je regarde le résumé, et puis franchement je me suis dit ah mais ça a l'air super chouette. Donc rapidement de mémoire, hein, ça racontait dans les années 1800, 1000, je sais plus, ouais quelque chose comme ça, ou dans les années 1900 je sais plus, bref. Et donc ça racontait l'histoire d'une fille orpheline qui devait, vers 10 ans, qui devait se débrouiller pour survivre, et apparemment dans le résumé elle rencontrait une bande d'amis et voilà, ils survivaient en volant, voilà. Bon,
Moi, j'étais en mode, ah bah ça a l'air chouette, de l'aventure, un roman à peu près historique, parce que ça se passe quand même apparemment... Quoique non, je me demande si c'était pas dans une ville inconnue, je sais plus. Bref, mais il y avait un peu ce côté, voilà, historique, un temps passé, voilà. Il y avait le côté bande de gamins, à 10 ans, voilà, ils doivent être débrouillards, donc ça doit être chouette, enfin je veux dire, ça doit être quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, donc j'allais pour le prendre, et là effectivement, la vendeuse vient me voir, et elle me dit, ah oui, alors du coup... vous voulez prendre celui-là? Je dis oui, oui. Et je lui dis, bah, vous pouvez m'en dire un peu plus, enfin, avant que je me décide, quoi. Parce que si jamais elle me disait quelque chose, bah, je l'aurais peut-être pas pris, quoi. Parce que je veux dire, il coûtait quand même 17 €, je crois, en grand format. Bref. Et elle me dit, oui, oui, donc, bah, du coup, vous allez suivre les péripéties d'un groupe de jeunes en Italie, je crois que c'est ça. Voilà, en fait. Enfin, vous allez vivre une aventure. Et moi, sur le coup, je me dis, ah, mais ça me fait penser à un roman que j'ai lu quand j'étais en primaire. C'est une amie qui me l'avait prêté. Mais impossible de remettre la main dessus, impossible de me ressouvenir du titre. Mais ça se passait à Venise, pareil, c'était un groupe de gamins qui survivaient, ils se cachaient dans une planque, et puis voilà. Et la go, elle m'a regardé genre, non, je vois pas en fait. Non, 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 désolée, je ne vois pas. Donc je me dis, ah bah chouette, en fait je vais pouvoir relate, vu que je retrouve pas le livre, et bah je vais pouvoir prendre celui-là, et puis comme ça, bah, ça va faire genre quoi que je repars dans ces aventures. J'ai quand même mis 1 an avant de l'ouvrir, hein, c'est pour vous dire. Je l'avais rangé dans ma bibliothèque et j'arrivais pas du tout à me décider de lire. Le confinement arrive et je voyais ma pile à livres, pile à lire quoi, descendre. Donc je me dis, ah bah je peux taper dans les romans que j'ai laissés un peu de côté. Et là, je le commence. Et là, bah, comment vous dire? Déjà, il y avait des coquilles. Quand je dis des coquilles, c'est que je crois que j'en avais 3 ou 4 en 60 pages. 3 ou 4. Je trouve que ça fait beaucoup, en fait, pour 17 €. Tout en sachant que je crois que la maison d'édition c'est Talent Haut. Non, en fait, on laisse pas 4 coquilles dans un roman. Je les ai prises en photo, je les ai pu, bien sûr, mais je les avais envoyées à une copine et elle m'avait dit, ah oui, effectivement, c'est des erreurs, en fait. Enfin, il y avait des doubles lettres, enfin, genre coquille, ils avaient mis 2 i à coquille. Mais pourquoi? Enfin, donc c'est des erreurs en fait, c'est des coquilles. Mais moi ça m'a carrément sorti du bouquin, mais genre à une vitesse, j'étais là, d'accord, super. Et puis en fait, deuxième point, il se trouve que je n'étais pas au courant de la totalité du roman. En fait, on m'a un peu pris comme ça, on m'a fait, tu vois ça? Hop, dans tes fesses ma pauvre. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ce roman, toute la partie, les héros ils ont 10 ans et ils volent et ils essayent de survivre. C'est 60 pages sur 300. C'est bon? Après, ça passe à partie 2 et il y a une ellipse de 10 ans. Voilà, donc... J'étais là. Alors attends. T'es en train de me dire que la totalité du résumé qui parle seulement de cette période-là... Parce qu'en plus, c'est trompeur. En fait, ils disent... dans le résumé, je me souviens parfaitement, ils disent genre... suivez le groupe d'amis de 10 ans, les néniens, en passant par les prisons, en passant par ça, en passant par ça, en passant par ça... Mais en fait, non. Non, 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 non. Ils auraient dû faire les nénéens de 10 ans en passant par la case volée, point. Puis, après une ellipse de 10 ans, à la case prison. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les personnages auxquels j'avais potentiellement réussi à m'attacher, parce que ça, pareil, c'était pas non plus... Et bah, au bout de 70 pages... On m'a dit, bah tu les vois? Et bah hop, tu les vois plus. Allez hop, c'est ciao. Donc, je dois avouer, je l'avoue, hein, que je me suis arrêtée au bout de la 100e page. Parce que la suite était complètement inintéressante. Donc l'héroïne qui devient orpheline, qui est avec un groupe, qui vole, qui essaye de survivre, blablabla, ça c'était chouette. Ellipse, elle a été adoptée par un vieux et une vieille, alors trop chou hein, les deux vieux, mais du coup un jour ils vont mourir dans leur sommeil, je crois, ils vont se faire asphyxier par du gaz, et elle du coup vu qu'elle était seule dans la maison, bah c'est elle qu'on va arrêter, et puis en fait ça se trouve c'est une princesse avec des pouvoirs dans le sens de la couronne quoi, j'étais là. D'accord, donc le renard et la couronne j'ai compris, le renard j'ai pas compris en fait. Donc vu que j'étais en plein confinement, qu'on était déjà un petit peu, comment dirais-je, pas très bien dans la tête, je me suis dit je ne vais pas me forcer à lire un livre qui m'a menti sur le résumé, que en plus la libraire ça se trouve elle a fait comme moi, elle avait lu que les 60 premières pages. Donc oui effectivement sur 60 premières pages c'est vraiment des gamins qui sont orphelins et qui essayent de survivre. Par contre, la suite, c'est pas trop ça, quoi. Vraiment, s'il y a un truc qui m'énerve, c'est genre quand on ment, vraiment, genre, je veux dire, non, en fait, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand on me ment, je n'aime pas quand ce n'est pas clair. Je n'aime pas payer 17 € pour finalement avoir 60 pages de ce qu'il y a sur le résumé, en fait. Surtout que, bon,
J'ai cru comprendre que ce livre s'était énormément vendu parce que la couverture en fait, parce que Julie elle est tombée dans le panneau par exemple. Donc concrètement je l'ai revendu dès que le confinement a cessé et dès que deux sites ont repris les achats d'occasion. Et en rigolant, quand j'ai apporté mon bouquin, la vendeuse de chez deux sites, enfin la libraire, elle m'a dit bah il est neuf. Je lui ai dit, oui, en fait, j'ai lu que la moitié. Donc, si quelqu'un veut le lire, il peut, hein, parce qu'il est tout neuf, le bordel. Donc voilà. J'ai eu 17 € dans mon cul, parce que, en fait, j'ai dû le revendre 1,20 €. Voilà, je suis très heureuse, très 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 heureuse. Ça m'a énervée, mais vous m'auriez vu, j'étais hors de moi, quoi. Vraiment, j'étais... Non, mais attends, j'ai attendu 1 an pour lire un truc et me rendre compte qu'en fait, c'est de la merde. Mais c'est pas possible, en fait. Donc je vais terminer avec, pareil, un livre qui m'a mis... J'en peux plus en fait, j'en peux plus. Donc en fait, alors je sais pas si certains connaissent la fameuse série La Servante Écarlate. J'espère bien parce que sinon il y a un problème. Donc il faut vous dire que pendant une période assez longue, Julie, elle ne faisait que regarder cette série. Voilà, au même titre qu'elle n'a fait que jouer à The Witcher 3, Julie elle ne regardait que La Servante Écarlate parce qu'elle était en fangirl sur Nick, un personnage, voilà, je pourrais pas vous dire, mais ce mec est un dieu pour moi. Donc j'étais en fangirling, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, bon, je vais acheter le roman La Servante Écarlate. Alors je l'achète en format poche parce que, voilà, faut pas déconner. On m'avait prévenu, attention, il est un peu bizarre, quoi. Je veux dire, voilà, faut pas t'attendre à un truc super bien. Je le lis, bon, étrangement, effectivement, c'est un peu spécial. Et voilà, il y a presque pas de dialogue, on est un peu sur un journal intime, mais en même temps pas tellement. C'est très long, on va dire. Vraiment, si on n'aime pas la série, enfin, je veux dire... Je pense que en le lisant indépendamment de la série, si moi j'avais pas regardé la série par exemple, je me serais fait vraiment chier quoi. Vraiment, c'est vraiment le genre de livre où faut pas être pressé et puis faut aimer poser les bases, faut aimer les descriptions, voilà. Mais moi étant donné que j'avais vu la série et donc à chaque fois qu'il y a eu Nick dans le bouquin, j'étais là oh Nick, c'est tout. Bon, le premier tome, ok, good. Je regarde la série et puis en 2019 je crois est annoncé le tome 2 de La Servante Écarlate. Ok. Je me dis chouette, sauf qu'il y a déjà 3 saisons de La Servante Écarlate, étant donné que le roman, le premier, au niveau des séries, c'est vraiment égal, c'est la même chose avec la saison 1. En fait, on a déjà la suite, puisqu'on a la saison 2 et la saison 3, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? On a le roman, la saison 1, c'est la même chose. La série, ils ont continué, ils ont fait la saison 2 et la saison 3. Donc s'il y a un tome 2, on sait déjà ce qui se passe en fait. Enfin, je veux dire, au début, je comprenais pas la démarche. J'étais en mode. Je ne comprends pas bien, madame, en fait, ce que vous voulez faire à part gagner de l'argent. Donc, je me dis, très bien. Voilà ce que j'ai fait. Je dois l'avouer, hein, telle une grosse pigeonne. J'ai acheté le roman presque à sa sortie, sans lire le résumé. Parce que j'étais en mode fan, quoi. Genre en mode plus de Nick. Comment dire. Alors, si vous êtes une personne qui n'a jamais vu La Servante Écarlate, mais qui a seulement lu le tome 1, La Servante Écarlate, vous ne pourrez pas comprendre les testaments. Donc le tome 2 de La Servante Écarlate. Donc je tiens à vous préciser que c'est impossible que vous compreniez le lien entre le tome 1 et le tome 2. C'est bon? Je veux dire, c'est bon? Faut que je vous réexplique ou pas? Tome 1, tome 2, aucun lien. Ok, voilà, good. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. La fin du tome 1 se termine encore plus abruptement que la saison 1 de La Servante Écarlate, qui est, soit dit en passant, très abrupte. Hein. On est là, genre... hop, dans un camion, les portes se ferment, ciao, bye bye, à la saison 2. Bien, le roman, c'est pareil. Sauf que le roman, et là je vais vous spoil, donc si vous voulez pas vous spoiler, vous bouchez les oreilles. Dans le roman, on comprend qu'elle est enceinte, l'héroïne principale, mais on ne sait pas vraiment de combien de temps, ok? On ne sait pas si elle a dépassé les 3 mois, donc vous comprenez là, le côté fausse couche, le côté voilà. On ne sait pas, on ne sait rien. Voilà, d'accord, très bien. Fin du tome 1, c'est bon. Tome 2, il y a un enfant. Et en fait, son prénom, on le relate parce que on a vu la série. On sait comment il s'appelle, en fait, dans la série, le gamin. Mais dans le livre 1, il n'est jamais né, cet enfant. Donc, on ne peut pas savoir que c'est le même enfant. Donc,
pour quelqu'un qui n'a pas lu, enfin qui n'a pas vu la série, il pige rien en fait. Enfin, comment on peut demander à quelqu'un de comprendre que c'est le même enfant, alors que dans le livre 1, on ne dit même pas qu'il est né en fait. Enfin, je comprends pas. Pendant tout le roman du tome 1, on parle justement des risques du fait que les enfants sont pas souvent viables, qu'il y a pas mal de problèmes de fausses couches, blablabla. Ok, d'accord. Et le livre se termine sur genre, elle se fait emmener, on sait pas ce qui se passe. On sait pas son stade de grossesse, on sait pas si elle est toujours enceinte, on sait rien, voilà. Et le tome 2, il y a un gosse. Et toi, vu que tu as vu la série et que tu connais le nom, le prénom du gamin, tu sais que c'est le même gamin. Mais... Ah, mais ça m'a énervé. Et en fait, c'est... Non, mais vous vous direz, mais Julie, elle a un problème. Parce que Julie, vu qu'elle a lu le livre et vu la série, elle devrait être trop contente d'avoir les testaments. Mais non, en fait, parce que non seulement ce bouquin, il se passe bien après les séries. Donc je me dis que si les scénaristes, ils suivent la trame du tome 2... Eh ben c'est bon, je connais la fin, c'est de la merde, voilà, une fin de merde. Et en plus, en fait, les testaments, c'est même pas l'héroïne du premier tome qui est narratrice. Il y a 3 narrateurs dans ce tome, mais on en a rien à secouer. Nous, on voulait voir June, en fait. Eh ben non, ils nous pondent 3 narrateurs, on en a rien à... Mais rien à secouer de leur vie. Et c'est ça pendant genre 300, 400 pages. Voilà, 22 € le bouquin. Non mais j'étais là, mais ils se foutent de notre gueule ou quoi? Et donc là, j'ai définitivement perdu foi en l'auteur, en l'autrice, comme vous voulez. Parce que là, à part vraiment vouloir faire de la thune, parce que du coup, son roman, il s'est vendu comme des petits pains. Parce que la hype Servante écarlate, dont je suis une grosse pigeonne et que j'ai acheté, bah oui, ok, d'accord, bah elle a vendu ça comme des petits pains, donc le flouze, je vous explique pas. Mais à part ça, ça n'a aucun intérêt, quoi. Je veux dire, vraiment... C'est nul. Et en plus, le pire, je crois, mais là je l'ai plus sous le nez parce que je l'ai vendu, le pire, c'est qu'au tout début, il y a marqué dans avant-propos, de la traductrice. J'ai décidé de changer le terme je sais plus quoi en je sais plus quoi. Oui, alors ça vous aide pas, mais pour vous dire, il y avait une traduction, si vous voulez, dans le tome 1, et ben elle ne l'a pas reprise dans le tome 2. Mais pourquoi en fait? Pourquoi tu prends cette décision? Alors il disait, oui parce que c'est des plus actuels, je sais pas quoi. Oui parce que le roman il est sorti il y a 30 ans, tu vois. Bah ouais mais alors? Enfin je veux dire, je comprends pas. Genre c'est comme si un Disney, il changeait le prénom de Pocahontas parce que c'est plus actuel et qu'il y a 50 ans quand c'est sorti. Non mais non en fait, enfin... Je suis en train de m'énerver. Je vous jure, je pense qu'il y a quelqu'un, il rentre là, il me saoule, je vais péter un câble dessus quoi. Bref, rien que d'y penser, ça m'énerve. Donc voilà, écoutez, c'est n'importe quoi, je veux dire, je comprends pas. C'est quoi ce délire là d'écrire des romans qui ont rien à voir entre le tome 1 et le tome 2 sous prétexte qu'il y a une série qui est sortie? Bah au moins tu préviens. Tu dis le roman entre le tome 1 et la série, tu vois, je veux dire. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun lien. Bref, donc je suis très en colère. Là, 2020, il faut que ça s'arrête. 2020, ça suffit. Alors après, oui, bon, je pourrais quand même dire, oui, 2020, grâce au confinement, j'ai ouvert ma chaîne Booktube, blablabla. Oui, d'accord, ça, d'accord, je veux bien l'avouer. Grâce à ça, j'ai ouvert ma chaîne Booktube. Mais, mais est-ce pour le meilleur? Je ne sais pas. Non, enfin bon, bref, vous comprenez, vraiment, j'ai eu l'impression sur ces 3 romans de me faire entuber. C'est une sensation hyper désagréable, vraiment. Et je me dis maintenant, en fait, plus j'y réfléchis, moins je me forcerai à lire ce genre de choses. Vraiment, si à un moment, il y a un truc qui me déplaît sincèrement dans un bouquin, et ben je l'arrête. Je vais arrêter de me prendre la tête, je pense que ça va être ça, ma résolution 2021, bravo. J'ai pas de temps à perdre, j'ai tellement de choses, il y a tellement d'autres choses à lire, il y a tellement d'autres choses à faire, que de me prendre la tête avec des bouquins que j'aime pas ou qui à la fin me plairont pas quoi. Donc vraiment je vais arrêter, c'est officiel, résolution 2021, j'arrête de me forcer et puis voilà, je vais faire en sorte de lire que des choses qui me plaisent vraiment. Comme ça je pourrai en parler en vidéo en rigolant et pas en étant en train d'avoir envie de casser des choses là. Voilà, bah j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que vous aimez bien quand même mes flops. Enfin non, que vous les aimez pas, mais que vous aimez bien quand je dis que c'est des flops. Voilà, si vous avez des flops, moi je suis bien intéressée pour les connaître parce que en fait, ça se trouve, il y a des flops que moi j'ai adoré et puis il y a d'autres gens qui ont floppé, enfin voilà. Ou pareil, si par exemple quelqu'un a lu les testaments, bah vous pouvez me dire que vous l'avez bien aimé, ça me gênera pas. Je trouverai juste ça très stupide. Non, mais je rigole. C'est histoire de faire une petite vidéo flop 2020 et puis en espérant que 2021 soit meilleur. Allez, je vous laisse sur cette magnifique note poétique. 2020 soit meilleur. Bye bye.